Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S1004 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 27 mars 2025. Cette semaine, dans le Flash Actu, Fujifilm annonce son nouveau compact expert. Canon lance une nouvelle gamme de boîtiers pour créateurs vidéo et une optique professionnelle. Et enfin, Sirui rejoint la Helmont Alliance. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Fujifilm vient d'officialiser son tout nouveau boîtier, un compact expert équipé d'un capteur moyen format. Le GFX 100 RF est donc la subtile union entre la célèbre série des compacts experts X100 et le moyen format GFX. On retrouve donc dans un boîtier compact le capteur grand format BSI CMOS 2 HS de 102 millions de pixels des GFX 102 et GFX 100 S2 capables de délivrer des RAW 14 ou 16 bits ou de produire des séquences vidéo jusqu'en 4K DCI 30p 422 10 bits. L'appareil peut monter à 102 400 ISO en photo et 25 600 ISO en vidéo. Il aligne 6 images par seconde en rafale avec suivi autofocus et exposition. Il intègre naturellement les simulations de film et un autofocus hybride 425 points avec détection, reconnaissance et suivi du sujet. Côté optique fixe, donc, on retrouve un 35 mm f4 à obturateur central, équivalent à un 28 mm. Fujifilm simule d'autres focales par recadrage, avec les 45 mm, 53 mm ou 80 mm. L'objectif est composé de 10 lentilles réparties en 8 groupes avec 2 éléments asphériques et le traitement Nano GI ou GI qui permet de minimiser les effets de flair. Point de stabilisation capteur ou optique sur cet appareil, il faut le savoir. Côté ergonomie, le GFX 100 RF est compact et léger avec 735 grammes sur la balance. Il reprend un look vintage comme les X100. Il inaugure de nouvelles idées au niveau des commandes avec par exemple une molette qui permet de changer le ratio des images. Côté visée, oubliez le viseur hybride optique électronique des X100. On dispose d'un viseur 100% numérique de 5,76 millions de pixels avec une nouvelle fonction de vision périphérique pour le hors-champ. L'écran arrière de 3,15 pouces est pour sa part inclinable et côté stockage, on retrouve un double slot SD UHS 2 et la possibilité d'enregistrer sur un SSD. Le nouveau GFX 100 RF sera disponible dès début avril et proposé au prix de 5 499 euros. Canon lance une nouvelle gamme de produits à destination des créateurs de contenu vidéo et annonce deux nouveaux appareils, le PowerShot V1 et l'EOS R50V. Le PowerShot V1 est donc un appareil compact équipé d'un capteur 1,4 pouces de 22 millions de pixels, capable de réaliser des vidéos 4K 30p ou 60p moyennant un recadrage 1,4 fois. Il intègre une optique zoom stabilisée équivalent à un 16-50 mm f2.8-4.5. On retrouve pour l'autofocus le dual pixel CMOS AF2, une sensibilité ISO étendue jusqu'à 51 200 ISO en photo et 25 600 ISO en vidéo. En rafale, il aligne jusqu'à 30 images par seconde en obturation électronique. Conçu pour la vidéo et le vlog, il intègre un écran orientable, un système de 3 micros, une prise casque. On retrouve un filtre ND3 intégré, une Tele Light, un système de ventilation, le 10 bits, le C-Log 3 et une stabilisation numérique. Le Canon PowerShot V1 est proposé au prix de 999 euros. Pour aller plus loin, les créateurs peuvent aussi se tourner vers l'EOS R50V, un hybride APS-C en monture RF équipé d'un capteur de 24 millions de pixels, capable lui aussi de réaliser des vidéos 4K 30p ou 60p, moyennant un recadrage de 1,4 fois et disposant, grosso modo, des mêmes possibilités que le PowerShot V1. Le Canon EOS 50V est proposé au prix de 759 euros nu ou en kit, avec un nouveau zoom motorisé 14-30 mm f4.6.3 ISSTM PZ au prix de 999 euros. On écoute Baptiste Soto, le directeur commercial de Fox Distri, nous partager son ressenti sur ces nouveaux appareils. C'est une très bonne nouvelle de voir Canon arriver avec, le V1 et le R50V avec 2 produits orientés, sur la vidéo d'une manière générale et sur le vlog en particulier, puisque Canon est quand même la marque historiquement la plus grand public et leader du marché et c'est important qu'un acteur de ce gabarit-là, soit présent sur ces produits et ce qui est très bien, c'est qu'ils ont un vrai savoir-faire de simplification
Au niveau des outils, notamment des outils logiciels, de l'ergonomie sur les appareils, c'est une très, très grande force de Canon et c'est vrai que l'usage de la vidéo parfois est un petit peu plus compliqué pour beaucoup d'utilisateurs par rapport à la photo et la grande force de Canon va réussir à simplifier ça avec des tonnes de fonctions, de molettes, d'accès direct aux fonctions. Ça, c'est très bien d'afficher, par exemple, quelque chose qui nous a marqué, c'est le fait de pouvoir afficher des cadrages directement en fonction de: est-ce que je vais faire du YouTube, est-ce que je vais faire du TikTok? Et j'ai mon image et j'ai directement à l'image le cadrage en fonction du type d'usage que je vais faire derrière. Ça, c'est très intelligent d'avoir fait ce genre de choses. Alors, le fait de la part de Canon de sortir, ces 2 produits qui ont une approche un petit peu différente au même prix est symptomatique des différents types d'utilisateurs qu'on va retrouver sur ce marché. D'un côté, on va avoir le V1 qui est un produit en optique intégrée avec un capteur d'1,4 pouce, qui est donc très qualitatif, mieux que ce qu'on peut trouver à ces niveaux de prix aujourd'hui sur le marché, sur des produits en optique intégrée, qui a un énorme avantage, un produit en optique intégrée, de simplicité. C'est évidemment pour un utilisateur, il n'y a jamais de question à se poser sur le fait: «Est-ce que je prends telle optique ou telle autre?» J'ai mon bloc qui est tout intégré, je peux utiliser mon appareil aussi bien pour du vlog que pour aller me balader, pour plein d'autres usages. C'est un gage de simplicité avant tout, ce qui est un positionnement très fort de Canon historiquement. L'EOS 50V, R50V, de son côté, s'adresse à une cible un petit peu plus différente puisqu'il offre la possibilité de pouvoir évoluer derrière et de se dire, «Je peux aujourd'hui, je veux faire du vlog. Demain, je vais peut-être vouloir faire autre chose. Je vais vouloir faire de la photo sportive, de la photo animalière, du portrait. Je veux pouvoir évoluer. Je veux avoir un plus grand capteur, le meilleur possible et avoir une évolution.» C'est une position, psychologique de se dire: «Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin et demain, je veux que la porte soit ouverte pour le faire.» Heu, Évidemment, nous, en tant que spécialistes, on va privilégier cette approche par rapport à l'approche, du produit qui définit avant tout la simplicité et qui est plus défendue par d'autres réseaux de distribution. Mais c'est très important pour nous, dans le discours vis-à-vis d'un consommateur, de lui dire: «Aujourd'hui, vous voulez faire ça. Demain, si vous voulez faire ça, ce sera possible.» Pour terminer, Canon dévoile également une nouvelle focale fixe professionnelle, un 20 mm f1.4 LIS VCM qui complète les 24, 35 et 50 mm déjà en gamme. Au programme, une formule optique de pointe de 15 éléments répartis en 11 groupes, incluant 2 lentilles asphériques en verre moulé, 2 lentilles UD, une lentille super UD et un élément BR permettant d'obtenir, selon les dires de la marque, la qualité irréprochable de la série L. Il s'agit d'une optique hybride, conçue donc aussi bien pour un usage photo que vidéo. On retrouve la motorisation autofocus VCM, un diaphragme à 11 lamelles, une bonne prise en charge du focus breathing, 2 bacs de réglage, une touche personnalisable et un système de porte-filtre arrière. Le nouveau Canon RF 20 mm f1.4 VCM L sera disponible en avril et proposé au prix de 1999 euros. Et pour terminer, le constructeur d'optique chinois Sirui vient de rejoindre la Helmont Alliance auprès de Leica, Lumix, Sigma, DJI et Blackmagic Design. Voilà une nouvelle qui devrait ravir les utilisateurs d'hybrides en monture L qui vont disposer d'une nouvelle gamme d'optiques compatibles pour leur boîtier. Pour l'occasion, le constructeur chinois annonce l'arrivée de l'une de ses dernières optiques autofocus en monture L, le 85 mm f1.4 Aurora. Pour rappel, cette optique full frame, déjà proposée en monture Sony E, Nikon Z et Fujifilm X, est équipée d'une motorisation autofocus, d'une formule optique composée de 14 lentilles réparties en 9 groupes, avec 2 verres ED à faible dispersion, 3 verres à haut indice de réfraction et une lentille asphérique, un diaphragme circulaire à 15 lamelles, une prise USB-C pour les mises à jour de firmware et une protection contre les intempéries. Il est proposé au prix de 650 euros. Voilà pour l'actualité cette semaine. Benjamin, je me languis d'avance d'avoir ton retour sur ce nouveau GFX 100 RF. Oui, j'avais la chance d'être au X Summit à Prague avec un parterre d'environ 300 journalistes venus d'un peu partout. C'est un boîtier très attendu et pour cause, ils ont réussi, donc Fujifilm a réussi à loger son capteur de GFX dans un compact, en fait, qui pèse en tout 735 grammes avec une optique 35 mm qui équivaut à un 28 f4. Ce qui est assez génial, c'est que finalement, on a plusieurs optiques en une, puisqu'on a un équivalent 45
63, même 80 mm. Comme Leica l'avait présenté un peu Comme, sur son Q3. comme Hein. Leica sur le Q3 absolument, sauf que là, on passe à 100 millions de pixels sur un capteur plus gros, ce qui fait qu'à 80 mm, on est à environ 20 millions de pixels, Ouais. ce qui reste tout à fait utilisable en l'état. L'objet est très beau, très agréable à manipuler. Vraiment, les utilisateurs du X100 retrouveront un petit peu ce concept d'appareil assez compact qu'on peut dissimuler sous une veste assez facilement, contrairement au Q3 qui est une optique beaucoup plus imposante. Le hic, il y a deux le hics mais. quand même. Il y a deux hics qu'on sentait venir et qui se confirment un petit peu à l'usage quand même. C'est l'absence de stabilisation. Alors ça parlera peut-être particulièrement à nos deux invités du jour, parce qu'en vidéo, ça rend les choses très compliquées, notamment à main levée. Et l'ouverture à f4 qui, pareil, dans des conditions de basse lumière, devient un petit peu compliqué. Voilà. Ces deux petits hicks, après, qui n'entament pas le reste et le plaisir qu'on ressent, notamment aussi le fait de pouvoir varier les formats. Ça, c'est assez génial. Une molette dédiée au format qui permet de retrouver un 65-24 qui rappelle un peu le TX1 argentique, cher à Fujifilm, qui était l'équivalent de la Hasselblad X-Pan. Et j'avoue qu'on prend beaucoup de plaisir à jouer aux simulations de films, à faire varier les formats, et ça marche super bien, quoi. Bon, tu parlais de deux petits hicks, j'en rajouterai un troisième, hein, si tu me permets. Il n'y a plus de viseur hybride optique numérique sur ce boîtier. Est-ce que c'est vraiment un hic? C'est un vrai débat. On a consacré toute une émission à la visée en début de saison. Force est de constater qu'en en parlant aussi avec les ingénieurs de Fuji et pas mal de photographes qui utilisent des X100, c'est pas la majorité qui va utiliser la visée optique du X100. Perso, j'en ai un, X100, je ne l'utilise plus. Maintenant, ça peut être regrettable pour certains. Il y a des contournements. On peut avoir le fameux effet hors-champ en utilisant le format 43 mm, par exemple. Mais bon, ce sera le sujet d'une autre émission à parvenir là-dessus. C'est une très belle annonce. C'est peut-être pas encore totalement abouti. Il faudra une génération supplémentaire. C'est souvent le cas quand une nouvelle série naît. Fabien, quand Fujifilm a lancé le X106 l'année dernière, c'était le bordel intergalactique en termes de précommande. Je crois qu'il y a toujours des mecs qui l'attendent. Tout à fait. On s'attend au même bazar là pour le moyen format? J'ose espérer que Fujifilm apprend de ses erreurs sur les approvisionnements. En tout cas, c'est un boîtier qui va être pas mal demandé, je pense, parce qu'il est quand même très élégant, très, très, très sympa esthétiquement. Et il y a un modelé sur du moyen format qu'on a nulle part ailleurs. Donc, à voir dans les prochains mois ce qui se passe. Et rappelons quand même que le prix peut paraître assez dément. En l'état, c'est cher. 5 500 €, c'est cher. Aujourd'hui, c'est très cher. OK. Mais ils fournissent, ça c'est assez rare sur le marché de la photo avec les appareils, ils fournissent courroie par soleil. Courroie qui est quand même assez sympathique, un cuir plutôt belle facture. On va dire que ça fait un petit peu plus passer la dragée. Le capteur, tu l'as dit, 200 millions, qui est absolument magnifique. Donc, toujours pareil, quand on le positionne par rapport au Leica Q3, c'est pas si cher que ça, en réalité, quoi. Même par rapport à un moyen format chez Fujifilm, un autre moyen format, en Complètement. soi, on reste dans les plus abordables de la gamme. Et je crois que le boîtier est aussi livré avec le kit de tropicalisation, si je ne Complètement. m'abuse. Alors, ce qu'ils appellent tropicalisation, toi, Nikos, qui va dans les forêts amazoniennes, on va dire, ça rend le boîtier un petit peu moins sujet à prendre la flotte, etc. Mais faudrait vérifier un peu sur le terrain ce que ça donne. En gros, oui, ça va servir à protéger l'optique de l'intrusion, de poussière et de ruissellement, en fait. C'est ça. Le kit qui est en option, par exemple, sur le X106. Donc, c'est bien. Franchement, bravo. Ils pourraient aussi facturer ça en accessoire. Ils le mettent d'emblée. Pour une fois, saluons ce geste-là. Nikos, le moyen format ou le grand format, comme l'appelle Fujifilm en photo, ça a quand même un rendu un peu particulier, hein, comme l'expliquait Fabien. C'est un format de capteur qui existe en vidéo. Est-ce que toi, tu serais tenté de tourner avec... je sais que Fujifilm a annoncé une caméra de cinéma, l'Eterna, avec ce capteur grand format. C'est des trucs qui pourraient t'intéresser, ça? Alors, moi, je suis pas la bonne cible pour ce genre de grand format. Ça existe bien sûr dans le monde du cinéma. Ouais. Le 65 mm, notamment, on tombe. En fait, il y a une espèce de course à l'échalote de taille du capteur. On était en S35, puis après le full frame, le large format, pour éviter la confusion avec le plein format
cinéma. Aujourd'hui, il y a aussi du 65. Oui, forcément, il y a cet attrait, mais je veux dire plus, on est plus sur du cinéma, on n'est plus chez Hollywood, justement de très grands capteurs, de très grands formats, de très haute résolution qui permettent voilà, un certain nombre de choses, que ça soit en VFX ou des choses comme ça. Moi, à titre perso, non, pas du tout. J'ai une caméra qui est en Super 35, donc en APS-C pour les gens qui font de la photo. Je vois le monde en Super 35. J'aime mes focales au Super 35. Je serais ravi de passer au plein format, mais ça ne me manque pas en fait. Même le full frame photo me manque pas, donc j'ai pas d'attirance. J'ai beaucoup d'affection et de respect pour Fuji, parce que je trouve qu'ils ont vraiment amené quelque chose de différent dans le monde de la photo. Je suis pas photographe, hein, mais quand j'ai voulu faire de la photo, j'ai acheté un Fuji X-E2 Ouais. parce que je passe mon temps à me trimballer des kilos et des kilos de matériel, des grosses optiques, à changer des optiques, à avoir des boîtiers, à gérer des batteries, des cartes, des choses comme ça. Et quand je fais de la photo, je veux de la légèreté, je veux de la liberté. J'ai dessus un 35 mm, un 4 que j'ai jamais changé, que j'ai jamais enlevé. Ok. C'est la seule optique qu'il me faut. Voilà, comme si j'avais un vieux Leica avec une monture fixe. Donc, ce qu'ils ont fait sur ces gammes-là, ce qu'ils ont fait au niveau du prix, aussi sur le moyen format, on peut en parler. Ils ont quand même ramené un vent de fraîcheur à une autre gamme sur le. Mais ils ont tué le marché en fait. Puis ils tout essayent de simplement. concurrencer le full frame, pour le coup, quasiment. C'est ça. Ils Enfin, le c'est ça concurrencent. l'idée. Hein. Ils le concurrencent. Bah, ils se sont dit full frame, tout le monde le fait, on va pas le faire, ça sert à rien de rentrer en concurrence carrément. avec des grandes marques, donc on va aller taper dans un domaine où personne ne va, ou alors des marques qui font qui vendent des boîtiers très très chers. Ils ont été très malins. Leur rendu photo est magnifique, leur JPEG est magnifique, leur simulation est magnifique. Et puis Fuji, c'est quand même des optiques ciné, des optiques broadcast et des optiques ciné qui sont absolument magnifiques depuis des années. Donc moi j'adore tout ce qu'ils font. Après, on parlait de la caméra, là, Eterna. Ouais. Je pense que le rolling shutter, il va faire très mal. Hein. Il va faire très très mal. Ça va plutôt être pour des plans peut-être très posés. Ouais, voilà. Je sais pas. Exactement. La vidéo promotionnelle était un peu de cet acabit-là. C'était vraiment très lent. Non, mais parce que. C'est caméra de packshot, quasiment, peut-être. Je sais pas. Parce que tous ces boîtiers, tous les boîtiers, ils font de la vidéo maintenant. C'est sympa, ça permet aux gens qui sont photographes de faire un peu de vidéo. Voilà. Après, faut pas se mentir, c'est pas le même métier. C'est pas le même métier, puis c'est pas fait pour les mêmes choses, même si on peut mettre du log partout, des profils, du 10 bits, du 4:2, tout ça, ce qui fait une caméra, on en parlera. C'est on trouve de plus en plus de trucs, mais on va y revenir, mais des luttes notamment. Enfin, on retrouve même le jargon. On est en train d'enrichir le jargon photo avec le jargon vidéo. Parfois, on va même peut-être faire des contresens, mixer un peu tout ça, mais des waveforms, des luttes, du zebra, ça devient vertigineux, ce qu'on trouve dans les hybrides. Il y a une cannibalisation, effectivement, des menus photo et du monde de la photo par la vidéo, mais parce que c'est aussi une raison économique. C'est-à-dire aujourd'hui, vivre uniquement de la photo, c'est aussi difficile, et la vidéo fait partie des prestations qu'on doit fournir aux clients. Et donc forcément, il y a aussi un intérêt de fournir aussi ces outils-là pour que le photographe puisse demain répondre à ses cahiers des charges. Après, c'est pas la même chose de la vidéo, le film, le documentaire, le cinéma sont des univers très différents, avec des façons de travailler qui sont très différentes, et donc forcément des outils qui sont très différents. Donc moi, ces outils-là, si quelqu'un me l'offre, le boîtier de chez Fuji, je le prends, mais voilà, il me faut du petit. Bon, de toute façon, Benjamin, on va avoir l'occasion d'en reparler de ce produit, puisque j'ai cru comprendre qu'on avait une petite émission spéciale qui lui J'ai fait quelques rencontres qui lui là-bas. sera consacrée dans quelques semaines.